Je m'appelle Adrien. J'ai 34 ans. Et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été le bon fils, celui sur qui on pouvait compter, celui qui résolvait les problèmes. C'était moi qui me souvenais des anniversaires, qui réparait les canalisations cassées, qui couvrait les factures surprises et qui traversait les États au milieu de la nuit parce que la voiture de votre frère était encore tombée en panne. Cela ne me dérangeait pas. Vraiment pas. Je pensais que c'était juste ce que faisaient les familles. Mes parents m'avaient élevé dans la conviction que la loyauté signifiait le sacrifice. Et j'avais pris cette leçon à cœur, même quand j'avais l'impression d'être le seul à l'apprendre. Il n'en a pas toujours été ainsi. Nous étions autrefois proches, ou du moins je le pensais, mais au fil du temps, les choses ont changé de manière subtile et amère. Cela a commencé par des petites blagues à mes dépens lors des dîners de famille. Adrien est marié à son travail, gloussait mon père. C'est sûrement pour ça que nous n'avons pas encore de petits-enfants. Ou ma mère soupirant quand je ratais le brunch du dimanche, même si j'avais une présentation à rendre le lundi matin. Ton frère trouve le temps, disait-elle, comme si être barista avec 3 colocataires et aucune responsabilité de loyer lui donnait les mêmes obligations que moi. J'ai ignoré cela pendant des années, laissant passer avec un sourire forcé et une remarque d'autodérision. Il est plus facile de rire avec que de faire face à la piqûre, mais le poids a commencé à se faire sentir. Je les faisais venir pour des vacances, je réservais les bons hôtels, je payais les additions au restaurant, je couvrais même les découvertes bancaires de mon frère, juste cette fois-ci, ce qui est devenu mensuel, comme par enchantement. Et pourtant, je me sentais comme un étranger dans ma propre famille. Mes suggestions n'étaient pas prises au sérieux dans les discussions de groupe. Mon nom était omis sur les cartes de place du dîner de Noël, toutes calligraphiées à la main par ma mère. Je n'avais même plus de chaussettes de Noël. Et pourtant, je continuais à être présent. Anniversaire, fête, réparation domiciliaire, crise financière. J'étais toujours là, jusqu'à ce que je ne le sois plus. Cela a commencé à se défaire lentement. Il y a quelques mois, j'ai reçu un email du comptable de la famille. Rien d'extraordinaire, juste les habituelles mises à jour trimestrielles sur la fiducie. C'était quelque chose que mon grand-père avait mis en place des décennies auparavant, bien avant que nous soyons tous nés. La fiducie était substantielle, mais plus que cela, elle était symbolique, un ancrage pour la famille. J'étais l'un des 2 cofiduciaires désignés, l'autre étant mon oncle Raymond, qui traitait l'ensemble comme une nuisance. Signe juste ce maudit truc, Adrien, disait-il chaque fois que je demandais des détails. Tu es le gars des chiffres. Et je l'étais. La finance avait été ma carrière depuis que j'avais obtenu mon diplôme, et la gestion de patrimoine était une seconde nature pour moi. Je n'ai jamais demandé une plus grosse part. Je n'ai jamais joué avec. Je me contentais de faire tourner la machine parce que quelqu'un devait le faire. Cet email, cependant, contenait une clause que je n'avais jamais remarquée, une que je savais que personne d'autre dans la famille n'avait non plus lue. Une clause qui me donnait essentiellement le dernier mot sur les distributions discrétionnaires si certains seuils n'étaient pas atteints par l'autre fiduciaire. Je l'ai rangée au fond de mon esprit, incertain si j'en aurais jamais besoin. Je ne voulais pas du pouvoir. Je voulais la paix. Et puis le message est arrivé. C'était un jeudi après-midi, l'un de ces jours fades où rien ne va mal, mais où rien ne semble tout à fait juste non plus. Je terminais un appel avec un client lorsque mon téléphone a vibré. SMS de groupe de ma mère. Nous en avons discuté et nous pensons avoir besoin d'espace. S'il vous plaît, ne nous contactez plus. Aucune explication, aucun suivi, juste ça. Et en dessous, mon oncle avait réagi avec un pouce levé. Mon frère, bien sûr, n'avait rien dit. J'ai fixaté l'écran pendant une bonne minute, me demandant s'il s'agissait d'une erreur, d'une mauvaise blague, d'une fausse manœuvre. Mais plus je fixais, plus je réalisais que quelque chose d'autre se passait. Quelque chose de plus froid, de prémédité. Et c'est alors que je me suis souvenu du message vocal de mon frère une semaine plus tôt. Il riait, à moitié ivre. Maman dit que tu deviens bizarre à propos de l'argent. Que tu compliques les choses. Tu sais, toute cette famille irait plus smooth si tu arrêtais d'essayer de tout contrôler. Tout s'est mis en place. La froideur soudaine du dernier dîner de famille. La façon dont mon nom avait disparu de l'invitation d'anniversaire commune pour mon neveu. La façon dont mon oncle avait commencé à s'occuper des papiers dans mon dos. Ils avaient planifié cela. Ils pensaient que je me retirerais tranquillement et que je leur laisserais tout, comme toujours. J'ai regardé à nouveau le message,
je l'ai lu 3 fois. Mes doigts ont survolé le clavier. J'aurais pu mendier des clarifications. J'aurais pu écrire un paragraphe sur tout ce que j'avais fait, sur toutes les façons dont je les avais soutenus, mais je ne l'ai pas fait. J'ai tapé une phrase. Bien sûr, j'annulerai mes dépôts directs dès demain matin. Je n'ai même pas attendu de réponse. Cette nuit-là, je me suis connecté à tous les comptes liés à la fiducie familiale, à tous les investissements conjoints, à tous les fonds d'urgence partagés que j'avais aidé à mettre en place. Je n'étais pas malveillant. J'étais précis. Au moment où j'ai vu que mon oncle Raymond avait approuvé une avance de vacances de 15 000 $ 2 jours auparavant, j'ai su que je ne réagissais pas de manière excessive. La piste papier était bâclée. Des dépenses masquées en entretien immobilier avaient été destinées à un casino de Reno. Mon frère avait déposé un remboursement de 6 700 $ pour des déplacements médicaux, un voyage dont je savais qu'il était bien à Coachella. Avant minuit, j'avais bloqué la fiducie en vertu de la clause d'autorité discrétionnaire, signalé une vérification, vidé le fonds de vacances dans un compte de garde en attendant l'examen, déclenché une alerte qui a arrêté tous les transferts externes supérieurs à 1 000 $. Et enfin, j'ai mis à jour le profil fiscal. Avec les protections que j'avais supprimées, la fiducie serait désormais soumise au barème standard des droits de succession, quelque chose qu'ils avaient tous travaillé dur pour éviter avec mon aide. Ce tampon a disparu. À 4h02 du matin, mon téléphone a commencé à vibrer. 17 appels de mon frère, 6 de ma mère, 1 de mon oncle Raymond. Pas de messages vocaux, juste ces appels agressifs, de panique, qui ne posent pas de questions, exigent seulement des réponses. Je n'ai pas décroché. Je n'ai même pas ouvert les messages qu'ils ont finalement envoyés. J'ai envoyé une réponse au groupe, tapé clairement. Pas d'émoji, pas de point. Je vous souhaite toute la distance que vous avez demandé. C'était tout. J'ai verrouillé mon téléphone, l'ai jeté sur ma table de nuit et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils ne savent toujours pas, c'est ce que j'ai emporté avec moi. Le lendemain matin, je n'ai pas vérifié mon téléphone. Je suis allé courir à la place, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des semaines. Il y avait un froid dans l'air, le genre qui mord les poumons et rend chaque respiration nouvelle. J'ai couru jusqu'à ce que mes jambes brûlent, mon esprit vide, mon corps vivant d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis avant tout cela. Je n'ai même pas pensé aux répercussions. Pas encore. Pas avant d'être rentré chez moi et d'avoir trouvé 2 douzaines de messages non lus qui m'attendaient. Le ton avait changé du jour au lendemain. Les premiers étaient furieux, de mon frère. Que as-tu fait? Tu ne peux pas juste toucher à la fiducie. Puis ma mère, tu es dramatique, Adrien. Nous avions juste besoin d'espace, pas de ça. Mon oncle Raymond, si c'est ta façon de faire une scène, tu es allé trop loin. Tu auras des nouvelles de notre avocat. Mais les suivants, cela était différent. On peut juste parler? Tu exagères. Nous ne voulions pas te blesser, et enfin de mon père, qui n'avait pas dit un mot jusque-là. S'il te plaît, ne fais rien que tu regretteras. J'ai lu celui-là 2 fois, j'ai ri, puis je l'ai supprimé. Voyez-vous, ce qu'il ne comprenait pas, ce qu'il ne comprendrait jamais, c'est que je n'ai pas fait cela par méchanceté. Je n'ai pas riposté par mesquinerie ou par vengeance. J'ai pris une décision, une rupture nette, une que vous aviez demandée, que vous le réalisiez ou non. Mais laissez-moi revenir en arrière car j'ai promis de vous dire ce que j'ai emporté. Cela a commencé il y a 2 ans, juste après le décès de mon grand-père. C'était un homme silencieux, sévère mais gentil à sa manière. Jamais quelqu'un pour faire des éclats, mais vif jusqu'à la fin. Il m'avait pris à part après les funérailles, les yeux larmoyants mais concentrés, et m'avait tendu une lettre. Pas un document légal, pas un testament formel, juste une note manuscrite dans sa belle écriture sobre. Tu es le seul en qui j'ai confiance pour protéger la famille d'elle-même. C'est tout ce qu'il y avait. Pas de signature, pas d'explication. Mais cette lettre est restée avec moi, rangée au fond de mon coffre-fort, derrière une pile de vieilles obligations et d'actes de propriété. Je n'y avais pas beaucoup réfléchi à l'époque. Je pensais qu'il parlait de la fiducie ou des impôts ou des comptes que j'aidais à gérer. Mais maintenant, des années plus tard, j'ai compris. Il les voyait clairement, même quand je ne le faisais pas. Ce que j'ai emporté n'était pas seulement de l'argent. C'était un levier, une assurance, une protection. Au fil des ans, pendant que j'étais celui qui rédigeait les documents, déposait les rapports et maintenait tout à flot, j'ai commencé à remarquer des incohérences,
de petites choses, une signature manquante ici, une double facturation là, des transferts accidentels. Mon oncle était devenu négligent. Et mon frère, eh bien, il n'a jamais respecté la valeur d'un dollar qui n'était pas le sien. Alors, j'ai commencé à documenter tout cela tranquillement, méticuleusement. J'avais des copies de chaque rapport de dépenses, j'ai enregistré sur écran chaque virement bancaire qu'ils ont effectué sous mon nom, j'ai conservé une feuille de calcul de chaque prêt qu'ils n'ont jamais remboursé. J'avais même des emails où ma mère me remerciait d'avoir couvert les taxes foncières qu'ils avaient dit au reste de la famille qu'ils avaient payées. Mais le vrai prix? Les actes de propriété de la maison au bord du lac. Cette maison avait toujours été présentée comme notre maison de vacances familiale commune. C'est ce que tout le monde disait. Ce que personne ne réalisait, c'est qu'après le décès de papy, j'ai racheté le reste du prêt hypothécaire avec mes propres fonds. Discrètement, légalement. Je n'ai jamais changé le nom sur la boîte aux lettres, je n'ai jamais mentionné le transfert de titre. Je me contentais de gérer les paiements pendant que tout le monde l'utilisait pour des escapades estivales et des photos de vacances. Mon frère y a même demandé sa fiancée en mariage, et elle est à moi, entièrement payée, enregistrée légalement. L'acte est dans le tiroir de mon bureau, notarié et intact. Ils pensaient que la fiducie la possédait. Ils avaient tort. Alors, quand j'ai gelé les comptes familiaux, oui, la fiducie a été paralysée, le fonds de vacances disparu, les protections successorales inversées. Mais la maison au bord du lac? Elle ne leur a jamais appartenu. Ils avaient construit des souvenirs sur du temps emprunté. Et maintenant, eh bien, maintenant elle est verrouillée, vide, interdite. J'ai changé le code d'accès du portail d'entrée. J'ai programmé des mises à niveau de sécurité. Et pour faire bonne mesure, je l'ai listé comme une location exclusive sur une plateforme haut de gamme, à partir de $3000 la nuit. Réservé pour les 5 prochains mois. Je ne l'ai pas fait pour gagner de l'argent. Je l'ai fait parce que mon grand-père m'avait fait confiance pour protéger la famille d'elle-même. Cette nuit-là, ma mère a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. Sa voix était tendue, larmoyante, mais contrôlée. Adrien, nous ne pensions pas ce que nous avons dit. C'était juste, les choses ont été tendues. Tu nous manques. Ton frère. Il a du mal, tu le sais. Et ton oncle, il est sous beaucoup de pression. Nous n'aurions pas dû te pousser dehors. S'il te plaît, appelle-nous. Réglons ça. Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai supprimé. Parce que voici la vérité qu'ils n'ont toujours pas affrontée. Il ne s'agissait pas d'un message ou d'un compte. Il s'agissait d'années à être le plan B, le filet de sécurité, la déception fiable qu'ils savaient qui rattraperait toujours la chute, paierait la dette, se présenterait sans invitation, mais nécessaire. Ils ont coupé le cordon. Je me suis juste assuré qu'ils ne pourraient pas le reprendre quand il commencerait à tomber. Et maintenant, il commence à tomber. Que se passera-t-il ensuite? Eh bien, disons qu'ils n'ont même pas remarqué l'autre chose que j'ai emportée avec moi. Mais ils le feront. Ils le font toujours. C'était 2 jours plus tard quand le groupe a explosé à nouveau. Cette fois avec panique. Cela a commencé par un message de ma cousine Leia, l'une des rares membres de la famille que j'aimais vraiment. Elle s'impliquait rarement dans le drame, gardant généralement ses distances et se présentant aux réunions de famille par obligation plus que par enthousiasme, mais même elle était secouée. Leia, salut, je ne sais pas ce qui se passe, mais tante Lisa devient folle. Quelque chose à propos des papiers de la fondation. Elle a dit que tu l'avais bloqué hors du dossier des documents. Je ne m'attendais pas à ce que cela éclate si tôt. Voyez-vous, la fondation n'était pas une œuvre de bienfaisance au sens traditionnel. C'était un abri fiscal. Légal, mais très gris. Quelque chose que mon oncle avait mis en place il y a une décennie pour gérer les dons familiaux. Et il se trouve que j'avais aidé à mettre en place l'infrastructure et le stockage en nuage pour cela à une époque où il ne connaissait pas la différence entre un mot de passe et un PDF. Le dossier des documents? Ouais, j'avais un accès administrateur complet. Toujours eu. Je n'ai jamais pensé que j'en aurais besoin. Mais après leur message, j'ai révoqué toutes les permissions d'utilisateur et j'ai tout mis derrière un cryptage. Légalement, je n'avais pas le droit de prendre quoi que ce soit, mais ils n'avaient pas le droit d'utiliser mon nom et mon identité sur les premières déclarations non plus. J'en ai fait en sorte. J'avais des captures d'écran, des métadonnées, des journaux IP, tout. Alors,
quand ma tante s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas accéder à leur registre financier, au relevé des comptes de la fondation, ou aux feuilles de calcul de suivi des dépenses dont ils avaient besoin pour déposer leur rapport trimestriel, elle a dû complètement perdre les pédales. J'ai imaginé qu'elle faisait les 100 pas dans sa cuisine avec ses affreuses pantoufles à imprimer léopard, hurlant dans son 4e verre de vin, lançant son téléphone à mon oncle et criant « Qu'est-ce qu'Adrien a fait encore ?» Et comme ça, les fissures se sont transformées en un effondrement. J'ai reçu un email ce soir-là d'un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Une sorte de cabinet boutique chic de Chicago essayant de paraître plus effrayant qu'il ne l'était. L'objet, demande urgente d'accès à la fiducie familiale. Je ne l'ai même pas ouvert. Je l'ai transféré à mon propre avocat avec un message rapide. C'est probablement le premier d'une longue série. Tenez-moi au courant si quelque chose de sérieux arrive. Le lendemain, mon frère s'est présenté à mon condo. Je n'étais pas chez moi, bien sûr. J'avais anticipé quelque chose comme ça. Le bâtiment a un concierge et des caméras de sécurité. Il n'était pas exactement subtil dans son arrivée non plus. La réception m'a appelé avec une note de préoccupation. Apparemment, il avait frappé son poing sur le comptoir et exigé d'être laissé monter, criant à propos d'urgence familiale et de bien voler. J'ai regardé les images plus tard. Il était là, dans un sweat à capuche froissée, ressemblant plus à un étudiant diplômé qu'à un père de 2 enfants de 32 ans, le visage rouge, s'agitant, faisant les 100 pas dans le hall comme un adolescent impatient attendant que quelqu'un cède. Il a attendu 30 minutes, puis est parti. Pas d'appel, pas de message, juste une story Instagram. Il pensait probablement que je ne verrais pas une photo de l'urne de notre grand-père. Oui, la véritable urne sur la cheminée chez nos parents. La légende disait, certaines personnes ont oublié d'où elles venaient. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Ce n'était plus juste eux qui s'agitaient. C'était eux qui essayaient de me faire revenir, de me faire honte pour que je me retire. Et j'avoue que cette photo m'a touché. Mon grand-père signifiait tout pour moi. C'était la seule personne dans cette maison qui m'ait jamais écouté, qui m'ait appris à faire la chose difficile, même quand elle coûtait cher. Et maintenant, il traînait sa mémoire dans ce gâchis. J'ai fixé cette photo pendant longtemps. Puis je suis allé dans mon coffre-fort et j'ai sorti la lettre qu'il m'avait donnée, la même que celle que j'ai mentionnée auparavant, pliée, légèrement jaunie, l'encre s'estompant. Je l'ai relue, puis je l'ai retournée. Quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Écrit faiblement au dos. Dans le coin, il y avait 5 chiffres. Cela ressemblait à un compte bancaire ou peut-être à une combinaison, un code. Je ne sais pas comment je l'ai manqué. J'ai dû regarder ce papier une centaine de fois au fil des ans, mais jamais le retourner. J'ai scanné le numéro dans mes fichiers, puis je suis retourné à la pile de dossiers que j'avais collectés, des dossiers sur la fiducie, les actes, les comptes d'entreprise que mon oncle avait ouverts sans le dire à personne. Il était là dans un vieux registre d'il y a 15 ans, un compte caché, qui n'avait jamais été touché. Mon cœur a commencé à battre. J'ai recoupé cela avec les déclarations de succession et j'ai trouvé une seule ligne, réserve d'urgence. Aucun détail, aucun solde, aucun signe de qui avait accès jusqu'à présent. C'est ce que j'ai emporté. Ou plutôt, c'est ce qu'on m'a donné. Pas seulement un levier, pas seulement une preuve, pas seulement une maison ou une fiducie ou un accès, mais un héritage que mon grand-père avait discrètement mis de côté, caché des vautours qu'il aurait drainés. Un bas de laine dont personne d'autre ne se souvenait. Pas une fortune nécessairement, mais assez. Assez pour tout changer. Et je ne savais pas encore ce que j'allais en faire. Pas avant de recevoir un autre message de ma mère. Juste 6 mots. Nous ne t'avons pas élevé comme ça. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Mais je savais ce que j'allais faire ensuite. Et il n'était pas prêt. Pas même de près. Je me suis assis sur le bord de mon lit, fixant ce message de ma mère. Nous ne t'avons pas élevé comme ça. Ce n'était pas une excuse. Ce n'était même pas un plaidoyer. C'était un jugement. Une tentative subtile de me rappeler mon rôle, du moule dans lequel je devais rentrer. Le bon fils, le discret, le pourvoyeur, celui qui paie, qui acquiesce, qui pardonne. Cette phrase ne parlait pas de culpabilité. Elle parlait de contrôle. Et c'est à ce moment-là que j'ai su. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Pas cette fois. Pas après tout ce qu'ils avaient dit et fait. Pas après qu'ils aient transformé ma loyauté en attente,
ma générosité en obligation, et mon silence en permission. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat. Elle s'appelait Natalia, une femme affûtée et inflexible que j'avais rencontrée par l'intermédiaire d'un client commun. Elle avait le don d'anticiper ce que les gens feraient avant qu'ils ne le fassent, et une honnêteté brute que j'appréciais. J'ai tout exposé, ce à quoi j'avais accès, ce qu'ils avaient fait, les documents de sauvegarde, les déductions louches et la clause de la fiducie qu'ils n'avaient clairement jamais lue. Quand je lui ai parlé du compte caché que mon grand-père avait laissé, elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, « Tu as plus de pouvoir que tu ne le penses. Mais si tu comptes faire ça, Adrien, tu dois être prêt à les perdre. » Tous. Je les ai déjà perdus, ai-je dit. Elle n'a pas posé d'autres questions. En une semaine, tout était en mouvement. D'abord, j'ai initié un audit complet de la fiducie. Natalia m'a aidé à déposer une requête formelle pour démettre mon oncle Raymond de ses fonctions de cofiduciaire, en invoquant une mauvaise conduite financière, des dépenses non autorisées et un défaut de notification de retrait discrétionnaires importants. Au soutien de la requête, il y avait plus de 100 pages de documentation justificative, des horodatages, des emails, des dépenses signalées et des conversations enregistrées. Je n'ai épargné aucun détail. Ensuite, nous avons informé le conseil d'administration de la fondation familiale, dont la plupart étaient des noms sur papier, mais le genre de noms qui se souciaient de la réputation. Nous leur avons montré des preuves de fonds détournés, de reçus antidatés et de voyages personnels listés comme consulting pour la charité. Les retombées ont été immédiates. Mon oncle a été contraint de démissionner du conseil d'administration dans les 48 heures pour éviter une enquête en bonne et due forme. À la fin de cette semaine-là, mon frère a été suspendu de l'incubateur de start-up que mes parents avaient financé pour lui avec de l'argent de la fiducie. Il n'avait pas le choix. Il n'était pas listé comme bénéficiaire, et son salaire avait été transvasé via une société écran enregistrée au nom de mon oncle. Avec la fiducie gelée et ses actifs en cours d'examen, tout ce qu'il touchait était désormais radioactif. La maison au bord du lac? Je ne l'ai pas seulement gardée, je l'ai vendue. J'ai contacté un acheteur privé, quelqu'un qui voulait une résidence secondaire pour sa retraite, et il n'a pas bronché devant le prix demandé de 2,1 millions de dollars. La transaction s'est conclue en 6 jours. La maison qui avait été leur sanctuaire, où ils célébraient des anniversaires, des fêtes et des barbecues du 4 juillet arrosés, avait disparu. Pas d'avertissement, pas d'adieu, juste un nouveau propriétaire avec de nouvelles clés. Je n'ai pas empoché l'argent. Ce n'était pas le but. Au lieu de cela, je l'ai utilisé pour établir une véritable fondation, une avec transparence, gouvernance et un objectif réel. Je l'ai nommée l'initiative est, d'après mon grand-père, pas le nom de famille. Elle s'est concentrée sur des programmes de littératie financière pour les jeunes défavorisés, quelque chose dont il parlait toujours, mais qu'il n'avait jamais pu poursuivre. J'ai mis Natalia au conseil d'administration, recruté des amis du secteur financier, des personnes intègres. C'était tout ce que l'ancienne fondation prétendait être. Et puis j'ai envoyé la lettre. Ce n'était pas un email. Je l'ai fait imprimer, signer et poster à chaque membre de la famille immédiate. Mes parents, mon frère, mon oncle Raymond, ma tante Lisa, même Léa. L'enveloppe était épaisse, formelle et impossible à ignorer. Elle disait, « Chère famille, cette lettre constitue un avis formel que je me retire de toutes les obligations financières partagées, y compris, mais sans s'y limiter, la fiducie familiale, les opérations de la fondation, les comptes discrétionnaires, la planification successorale et les propriétés de vacances. À compter d'aujourd'hui, je ne suis plus responsable d'aucun rôle administratif, fiduciaire ou consultatif. Toutes les affaires en cours ont été confiées à des conseillers juridiques et les autorités compétentes ont été informées des irrégularités le cas échéant. J'ai pris des mesures pour protéger mon nom, mes actifs et ma réputation professionnelle. Ceci n'est pas une vengeance. C'est une frontière. Vous avez demandé de la distance. Maintenant, vous l'avez. Adrien. Il y eut un silence, pas d'appel, pas de message. Pas d'abord, jusqu'à ce que mon père se présente. J'ai entendu le coup avant de le voir. Lent, délibéré, pas comme les coups frénétiques de mon frère quelques jours plus tôt. J'ai ouvert la porte et il était là, vêtu d'un blazer comme s'il sortait de l'église ou du tribunal. Le visage pâle, les yeux cernés. Le regard d'un homme qui savait qu'il avait perdu quelque chose qu'il ne pouvait pas racheter. « Adrien, dit-il. » Sa voix s'est brisée comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Je n'ai pas bougé, je ne l'ai pas invité à entrer.
Il a fouillé dans sa veste et a sorti une photo. Une vieille photo. Moi et papy assis sur le quai derrière la maison au bord du lac, les jambes pendant au-dessus de l'eau. J'avais environ 10 ans, tenant une canne à pêche, souriant avec une dent manquante. Papy me regardait, pas l'appareil photo. J'ai trouvé ça dans son ancien tiroir, dit mon père, sa main tremblant légèrement. Je pensais que tu devrais la voir. J'ai pris la photo, je l'ai regardée. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Il a baissé les yeux, incapable de me regarder. Parce que tu avais raison, a-t-il murmuré, à propos de tout. Nous t'avons utilisé, nous avons pris de toi, nous ne t'avons même jamais dit merci. Et puis quand tu as finalement établi une limite, nous avons agi comme si tu nous avais trahis. Mais tu ne l'as pas fait. C'est nous qui t'avons trahi. J'ai laissé le silence s'installer entre nous. Tu n'es pas là pour la fiducie, ai-je demandé, calme et tranchant. Non, dit-il rapidement. Je ne veux pas perdre mon fils. C'était la première chose honnête qu'il ait dite depuis des années. Mais ce n'était pas suffisant. Je ne suis plus en colère, ai-je dit. Mais je ne reviens pas non plus. Son visage s'est contracté, pas de colère, mais de ce chagrin silencieux qui vient quand une porte se ferme enfin. Je comprends, dit-il. Et il comprenait. Il s'est retourné pour partir. Juste avant qu'il n'atteigne l'ascenseur, j'ai crié. Papa. Il s'est retourné. Papy m'a laissé quelque chose. Une lettre. Il m'a dit de protéger la famille d'elle-même. Il a hoché la tête. Et tu l'as fait. Puis il est parti. Et ce fut la fin. Pas de grande confrontation, pas de démonstration dramatique, juste une responsabilité tranquille. Dans les semaines qui ont suivi, l'audit s'est terminé. La fiducie a été dissoute. Mon oncle a été condamné à une amende discrète mais lourde. Mon frère a déménagé dans un appartement plus petit et a arrêté de me taguer dans ses diatribes sur Instagram. Ma mère n'a plus jamais appelé, et j'ai arrêté d'attendre qu'elle le fasse. Au lieu de cela, je me suis concentré sur ma nouvelle fondation. J'ai donné des conférences, encadré des étudiants, appris aux enfants à repérer les pièges dans les contrats, à lire les états financiers, à détenir le pouvoir de manière responsable. Parfois, je pense à la maison au bord du lac, au quai, au garçon à la dent manquante et à l'homme qui avait vu la vérité bien avant moi. Mais je ne regrette jamais d'être parti, car parfois, la seule façon de se sauver est de laisser la famille se briser. Et quand elle l'a fait, je n'ai pas seulement survécu. J'ai finalement vécu.